Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 3 mars 2021, Web Radio, qui est une présentation de Desormeaux-Patnaud, qui est un cabinet comptable qui assume des mandats pour plus d'une centaine de syndicats de copropriétaires, que ce soit pour un rapport d'impôt, un audit, une mission d'examen ou un avis au lecteur. Desormeaux-Patnaud peut déployer toute son expertise qui repose sur la crédibilité associée aux comptables professionnels agréés. Pour en savoir plus à propos de ce cabinet comptable, on peut se rendre sur son site web en tapant l'adresse dpcpa.ca. Voilà. Alors, la thématique d'aujourd'hui traite de la valeur de reconstruction d'une copropriété versus une augmentation des coûts des matériaux, une augmentation du coût des matériaux de construction quand même inquiétante. On parle généralement d'une augmentation de 20 %. Est-ce que la valeur de reconstruction de votre copropriété est adéquate? En raison de la COVID-19 qui sévit depuis mars 2020, eh bien, le coût des matériaux de construction a augmenté considérablement. Par exemple, dans l'hebdo L'éclaireur Progrès du 23 février, on parlait d'une flambée des prix qui pourrait faire gonfler d'au moins 10 % les coûts d'un projet de rénovation dans le domaine de l'habitation. On évoque les coûts liés à certains matériaux, par exemple, une feuille de contreplaqué mesurant 3/4 de pouce d'épaisseur qui est passée de 42 $ à 67 $, ou encore une feuille de RIP pressée communément appelée Aspenite, eh bien, qui se détaille, qui est passé de 10 $ à 36 $. C'est quand même pas rien. C'est quand même des augmentations substantielles. Pour sa part, le 14 février dernier, Radio-Canada rapportait que lors d'un récent sondage mené par l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, plus de 2 répondants sur 5, 42 %, ont affirmé que le coût des matériaux de construction a augmenté, donc, comme je le disais tout à l'heure, de 20 % depuis mars 2020. Les frais de transport ont également augmenté. Toutes les composantes qui servent à construire une maison, en l'occurrence une copropriété, sont frappées par une inflation, que ce soit les formes de toit, les portes et fenêtres, le bois d'œuvre très important, et les poutrelles laminées. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec nous apprenait cette semaine que le prix médian des maisons dans la région de Montréal atteint 460 000 $, ce qui représente une augmentation du prix de 100 000 $ par rapport à la même période l'an dernier. Là, on parle d'une augmentation de 28 %. Quant au condo, l'augmentation atteint 24 %. Mais pourquoi une telle flambée des prix? Bien, il y a plusieurs réponses à cela. Parce que, notamment, les matériaux se font plus rares, tout autant que la main-d'œuvre. Et ça, la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, ce n'est pas d'hier, ça ne date pas d'hier. Il manque de travailleurs dans plusieurs corps de métier, mais cette situation ne date pas d'hier, comme je l'ai dit. Autre raison qui explique un tel scénario, les Québécois, comme les résidents d'autres provinces, se lancent corps et âme dans la rénovation et la construction, à défaut de ne pouvoir aller au cinéma, dans un bar ou vaquer à d'autres occupations. Bref, la table est mise pour la web radio d'aujourd'hui. Je précise à nos auditeurs que nous devions parler cette semaine d'un sondage mené par le Bureau de l'assurance du Canada. Un sondage sur l'assurance qui nous a appris beaucoup de choses à propos du degré de connaissance des copropriétaires en matière d'assurance pour copropriété. Cette web radio a été reportée à la semaine prochaine pour des raisons techniques. Nous nous en excusons, mais aujourd'hui, de toute façon, le sujet est vraiment intéressant et d'actualité également. Alors, pour en parler, je suis en compagnie de Yvon Rudolph, qui est évaluateur agréé, également consultant et administrateur en patrimoine. Bonsoir, M. Rudolph. Bonsoir. Vincent Gaudreault, courtier en assurance de dommages chez Gaudreault Assurance. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, François. Et Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, fondatrice de la firme de gestion Condo Stratégie. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez aller notamment consulter les chroniques de Yvon Rudolph sur le site web condolégal.com. Alors,
vous allez, si vous êtes sur la page d'accueil, vous allez ici voir tous nos chroniqueurs. Vous descendez jusqu'en bas, vous cliquez sur le numéro 2 et tout en bas, Yvon Rudolph apparaît avec ses chroniques, voire toutes ses chroniques. Donc, des chroniques judicieuses. C'est un évaluateur agréé. Et d'ailleurs, le 15 avril 2021, d'ailleurs, Majolka va nous en parler tout à l'heure, c'est une date importante où notamment les syndicats de copropriétaires devront faire, faire, faire refaire l'évaluation de la valeur de reconstruction de leur immeuble par un évaluateur agréé. Donc, cela dit, je reviens à nos invités. Yvon Rudolph, la première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on peut penser qu'à l'heure actuelle, certaines copropriétés ne seraient pas suffisamment couvertes pour leur valeur de reconstruction en raison de cette augmentation du coût des matériaux de construction? Ben, en fait, oui, il faut faire attention. Ça touche principalement les copropriétés en ossature de bois. Parce qu'en fait, si on regarde le coût agrégé de l'ensemble des matériaux, en fait, il y a peu de variations. En fait, il n'y a pas beaucoup d'inflation même. Sauf que, évidemment, ce qui vient énormément gonfler les prix, justement, c'est le manque de main-d'œuvre et également, en fait, l'augmentation. La main-d'œuvre compose pour environ autour entre 40 à 50 du coût de construction. Et donc, si on a en fait une augmentation, du moindrement de 5 ou 10 mais c'est sur la valeur totale de la construction que ça vient gonfler. Alors, comme on a un manque important de main-d'œuvre, évidemment, là, les contracteurs généraux tentent en fait de pallier à ces éléments-là. Maintenant, en ce qui a trait aux matériaux de construction, c'est principalement le bois qui a subi une augmentation de plus de 40 à l'intérieur de quelques mois. En fait, ici, j'ai ça là, depuis... on a depuis à peine 6 mois, on a eu en fait une augmentation d'environ 40 depuis 6 mois au niveau du bois. Alors donc, et comme on a eu un allègement au niveau de l'exportation vers les États-Unis, ce qui fait en sorte qu'on avait des baisses de prix importantes du fait qu'on n'avait pas le marché des États-Unis. Comme on a le marché des États-Unis, c'est bien évident que les scieries et les transformateurs vont en fin de compte exporter. On a aussi une forte demande du fait que le dollar canadien est quand même bas et par rapport aux matériaux de construction qu'on peut retrouver aux États-Unis. Et d'autre part, évidemment, l'autre aspect, on tend, comme on a peu de main-d'œuvre, autant pour les scieries que pour la main-d'œuvre spécialisée en construction, évidemment, ça crée une inflation, ce qui fait en sorte qu'on a des augmentations aux États-Unis aussi sur le bois, tout comme au Canada. Alors, M. Rudolph, est-ce que vous parliez d'une main-d'œuvre qui coûte la moitié de l'ensemble des travaux? Là, vous parliez de 50 environ. Est-ce que parfois les entrepreneurs en construction, étant donné la situation, auraient tendance, certains d'entre eux, à appuyer un petit peu plus fort sur le crayon, comme dirait l'autre? Écoutez, regardez, c'est sûr et certain que tout étant égal par ailleurs, si mon coût de construction est beaucoup plus élevé, puis que j'ai un marché qui prend de la valeur, en fait, en termes de revente, parce qu'il y a évidemment absence, le marché est très, très, très en faveur aux vendeurs. Alors donc, comme il y a pénurie de propriétés sur le marché, les constructeurs en profitent ils n'en profitent pas, mais en fait, ils vont rechercher le manque à gagner sur les prix marchands. Oui, voilà. En tant qu'évaluateur agréé, Yvon Rudolph, est-ce que vous nous confirmez ou nous infirmez que les évaluateurs agréés tiennent compte de cette augmentation du coût des matériaux dans leur calcul actuel lorsqu'ils doivent réévaluer la valeur de reconstruction d'une copropriété? C'est sûr que, évidemment, dépendamment des sources de données, c'est sûr que notre ordre professionnel nous exige de faire une vérification sur plusieurs bases de données.
Et évidemment, on doit vérifier ces éléments-là. Donc, évidemment, je dirais qu'un évaluateur agréé, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent faire des rapports qui ne sont pas des évaluateurs agréés, en fait, se doivent de vérifier cet aspect-là. Donc, cela dit, mais toutefois, les bases de données, nous, on reçoit en fait, comme, mettons, je prends par exemple, on a des bases de données comme RSMean, CoreLogic, Dodge, etc., etc. Mais le temps de prendre la cueillette de données, si on a une inflation très importante, ben, on n'est pas toujours à jour. Alors là, on est obligé d'arriver de voir est-ce qu'inflation ou déflation, par exemple, on pourrait tomber dans une déflation profonde aussi. Là, on est en inflation. Donc, on doit corriger, en fin de compte, nos valeurs. Maintenant, rule of thumb, on arrive de combien? Alors, on essaie de marginaliser, en fait, un peu mais ce n'est pas d'une précision comme certaines bases de données où ces professionnels-là vont, en fin de compte, voir le marché dans sa totalité. Yvon Rudolph, pour que nos auditeurs comprennent bien, on en profite pour parler de la valeur de reconstruction cette semaine. Il y a une méthode là, qui s'appelle Marshall and Swift là, en évaluation de la valeur de reconstruction. Pourriez-vous juste, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous résumer ce que c'est? Bon, Marshall and Swift est une base de données et Marshall and Swift est détenu par CoreLogic. CoreLogic offre des services, plusieurs services. C'est une multinationale à travers le monde. Et un des produits s'appelle Marshall & Swift. Alors maintenant, il y a Marshall & Swift pour la nouvelle construction et il y a Marshall & Swift pour la reconstruction. Alors, il y a une distinction profonde entre les deux modèles. Une étant pour les sinistres et l'autre étant pour une nouvelle construction. Donc, en fait, sans aucun problème, on a un terrain, on commence à bâtir. Tandis que de l'autre côté, on tient compte de contingence, d'urgence, et en fin de compte, de particularités propres à des sinistres. Par exemple, si on avait de grands sinistres et absence de matériaux de construction, ce qui pourrait avoir une inflation très profonde. Marshall & Swift, là, ce que j'entends, corrigez-moi si je me trompe, c'est que c'est une méthode, entre guillemets, quasi infaillible. On ne peut pas se tromper si on se réfère à cette méthode pour bien évaluer la valeur de reconstruction d'une propriété. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, j'aimerais vous corriger, ce n'est pas une méthode. C'est une base de données. Une base de données. La méthodologie, c'est que les évaluateurs agréés vont avoir une méthode. Dans la méthode, mettons, si on parle en fin de compte de méthode des coûts, on a une méthode de reconstruction, soit en remplacement ou soit en reproduction. Et donc, en fonction de ces éléments-là, on va regarder les bases de données en conséquence de notre mission qu'on doit faire. Et donc, en fonction de ça, ben, on peut choisir RSMean, on peut choisir Marshall & Swift, on peut choisir Dodge, on peut choisir toutes sortes de... Et même si on choisit que Marshall & Swift, on se doit de vérifier d'autres bases de données pour voir s'il y a une corrélation dans le marché. Imaginons que Marshall & Swift se trompe. Là. Je veux dire, en fait, on pèse sur le mauvais piton. Hein? Bon, ben, à un moment donné, l'évaluateur agréé se doit de vérifier. Alors donc, on ne peut pas dire que Marshall & Swift est infaillible. Au contraire, c'est une base de données très sérieuse. Elle est admise bien souvent au tribunal sans condition. En fait, sans condition généralement. Mais toutefois, il faut faire attention. On ne peut pas arriver puis prendre cette base de données-là les yeux fermés parce qu'il y a énormément de rajustements à faire dans cette base de données-là aussi. Alors, donc, ce n'est pas seulement qu'un prix et on multiplie ça par un nombre de pieds carrés ou de pieds cubes, selon le cas, si on a des... Alors là, il y a beaucoup d'éléments à vraiment à vérifier lorsqu'on fait ça. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions à nos invités qui y répondront avec plaisir dans la mesure du possible, évidemment. Alors, n'hésitez pas, je prends note des questions et je les pose à nos invités. Valérie Couture, dans les copropriétés que vous gérez, est-ce qu'actuellement, il y a un sentiment d'urgence par rapport à l'augmentation du coût des matériaux de construction et la valeur de reconstruction? Parce que vous me disiez autre chose également avant que l'émission commence, c'est que les travaux qui ont été reportés dans les copropriétés que vous gérez
d'un an. Maintenant, il faut les faire, là, les travaux. Là, on y arrive, il faut les faire. Mais là, il faut payer les augmentations imprévues. Comment ça se passe, Valérie? Ben, en fait, ça revient souvent à ce que je ne veux pas avoir l'air de dire tout le temps la même chose, mais cette année, les syndicats en ont beaucoup dans l'assiette parce que les gens avaient pris du retard, juste dans les évaluations qui n'étaient pas pour tout le monde à jour. Il y a toujours des gens qui en profitent pour essayer d'attendre, sachant pas que ça pourrait pénaliser la collectivité au complet. Mais effectivement, dans les travaux, simplement au niveau de tous les entrepreneurs, pour les mesures qu'ils ont dû mettre en place pour pouvoir continuer d'offrir leurs services à leurs clients pour la COVID, la désinfection et tout ça, on a une hausse qui est assez significative. Donc, c'est sûr que ça, au lieu d'un travail de 800 pour des nettoyages d'une quantité de drains de garage, on va arriver à 1000 pour le même travail, un an jour pour jour. Ça fait que ça, c'est sûr que dans l'entretien, ça a un impact et ça va avoir aussi un impact dans les travaux, les grands travaux. Si on parle des études de fonds de prévoyance qu'on avait, bien, c'est sûr qu'un syndicat qui est bon père de famille, qui a cotisé selon l'étude, etc., il va avoir une marge d'erreur pour une évaluation d'un montant qui avait été fixé. Puis c'est sûr et quasi certain qu'on va arriver en dessous et peut-être un petit peu pas mal. Mais c'est sûr qu'en plus de ça, on a des syndicats de copropriété qui n'étaient pas du tout à jour. Fait que là, la marche est très grande, auquel on ajoute le fonds d'auto-assurance qu'il faut commencer, etc., etc. Donc, c'est sûr que l'assiette, elle est très garnie de choix où on va mettre les sous. Et c'est plate parce qu'on arrive dans une période où il y a des gens qui ont eu des baisses de revenus et les frais de copropriété sont en explosion. Voilà, les frais, et puis les syndicats n'ont pas toujours les moyens de les payer, ces frais supplémentaires-là. Tout à fait. Absolument. Mais le syndicat, comme je le dis souvent à tous nos copropriétaires et administrateurs, c'est que la bâtisse, elle n'a pas de sentiment pour la situation de pandémie qui se passe. L'immeuble a des besoins et COVID ou pas, ces besoins-là doivent être remplis. Ouais. On doit faire les travaux. Ouais. Vincent Gaudreault, est-ce qu'il y a lieu de. Parce que, évidemment, l'idée n'est pas de semer la panique. Il faut relativiser quand même. La situation est inquiétante sans être pour autant catastrophique nécessairement, mais est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter du côté des assureurs? Prenons l'exemple d'une copropriété où un sinistre survient et la valeur de reconstruction n'est pas tout à fait la bonne parce que les matériaux ont augmenté. Comment les assureurs risquent de réagir selon vous? Il faut dire que ça se gratte la tête pas mal dans les compagnies d'assurance actuellement, parce qu'un peu comme M. Rodolphe l'a mentionné, c'est des changements excessivement rapides, des augmentations très rapides. C'est difficile pour les compagnies d'assurance de s'ajuster, parce que évidemment, changer tous les montants d'assurance de milliers, sinon centaines de milliers d'assurés d'un coup, c'est impossible. Les ajustements sont rapides, très rapides, sont difficiles à faire, particulièrement au niveau des montants d'assurance. Donc, puis dans 20 ans de carrière, des évolutions aussi vite, des augmentations aussi rapides de coûts de matériaux, c'est du jamais vu. Donc, c'est sûr que les compagnies d'assurance, présentement, analysent la situation. Est-ce que ça va être une situation qui va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on est dans une situation ponctuelle causée par le COVID, différents facteurs économiques? Donc, les assureurs essaient de se positionner un peu là-dedans, dire est-ce que c'est une situation qui va être là dans la durée? Puis si c'est le cas, en fait, ce qu'on risque de voir dans les prochaines années, dans les prochains mois, sinon la prochaine année, c'est que les assureurs, normalement, à chaque année, lors de votre renouvellement, votre assureur fait une majoration sur votre montant d'assurance, qui varie entre 3 et 5 normalement, pour s'assurer justement que votre montant d'assurance suit l'inflation. C'est sûr que ces assureurs se rendent compte que l'immensité de leur montant d'assurance présentement sont inadéquats. On risque d'avoir des majorations au renouvellement qu'on appelle comme des majorations automatiques qui vont peut-être de 5 même à 10 ou à 15 pour suivre l'évolution du coût des matériaux. Donc, c'est possible que les assureurs réagissent de cette façon-là pour venir compenser. Parce qu'évidemment, puis je le dis souvent là, dans des web radios, une police d'assurance est aussi bonne que son montant d'assurance. Donc, un montant d'assurance qui est inadéquat
même si vous avez la meilleure police d'assurance du monde qui couvre tout, qui a plein d'extensions, qui n'a pas d'exclusion, si votre montant n'est pas bon, vous allez avoir un problème à réclamation. Puis l'immense majorité des problématiques lors des réclamations, c'est des problématiques de montant d'assurance. Les gens ont souvent tendance systématiquement à sous-estimer la valeur de leur bien. Des fois, les gens, particulièrement dans un contexte de copropriétaire occupant, genre, j'ai 20 000 de linge, puis de trucs, puis quand tu fais un inventaire assez vite, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite que ça. Refaire sa garde-robe, c'est coûteux. Refaire son trousseau, là, l'expression le trousseau, c'est cher. Les napperons, les tables, les chaises, tout ça, ça va excessivement vite. Puis des fois, les gens ne le réalisent pas nécessairement parce que souvent, ils ont fait ces achats-là sur une très longue période de temps. Mais quand il faut aller chez Walmart, parce qu'il ne nous reste plus rien, ça va vite, là. Donc, c'est pour ça que on majore, puis il y a une exigence pour les syndicats de copropriété de faire cette évaluation-là parce que, comme courtier, je ne suis pas un évaluateur, les administrateurs ne le sont pas, les gestionnaires ne le sont pas. Ça prend quelqu'un pour mettre un montant d'assurance sur la police. Puis évidemment, avec l'augmentation du coût des matériaux, c'est un enjeu actuellement pour les assureurs. Ce que j'entends entre les branches, je vais finir mon intervention, c'est un petit peu long. Ce que j'entends entre les branches des assureurs, c'est que j'ai bien l'impression qu'en perte partielle, les assureurs vont, avant d'appliquer la règle proportionnelle, là, puis j'ai l'impression qu'ils vont se garder une petite gêne actuellement, là, parce que en appliquant les critères d'aujourd'hui sur un montant d'assurance qui a été fait il y a 8 mois, puis qui a été fait de bonne foi, sur la foi d'un rapport d'évaluateur qui a été, après ça, majoré, il y a un petit manque d'équité au niveau des assureurs. Ils savent que peut-être c'est un événement ponctuel, ça va-tu rester dans le temps? Moi, je pense qu'en dommages partiels, on n'aura pas trop de problèmes de règles proportionnelles, dans la mesure où le syndicat a été diligent, puis qu'il a fait ses devoirs, puis qu'il a son évaluation, puis qu'il y a tout ça. L'autre problème qui est important, c'est en cas de perte totale. Parce que l'assureur, lui, son engagement, c'est de payer le montant que sa police. C'est ça son engagement. Légalement, son obligation est là. Si ça prend plus, on a un problème parce que l'engagement sur la police, là, il est là. Donc, puis les assureurs aussi basent tout leur calcul actuariel de réassurance, tout ça, sur ces montants-là, qui sont les montants maximum auxquels ils sont exposés. Fait que c'est pour un assureur de payer au-delà de ces montants-là, ça va être compliqué. Donc, Vincent, puis ensuite, mettre du cœur, on va entrer dans un. On va parler de l'adoption du projet de loi 141 et de règlements à être adoptés à venir très bientôt, là, qui vont entrer en vigueur, en fait, qui ont été adoptés, mais qui vont entrer en vigueur. Vincent, est-ce qu'un syndicat de copropriétaires, étant donné la situation actuelle, est-ce que les administrateurs devraient faire preuve de sagesse en augmentant légèrement ou moyennement leur couverture pour être certain là, que si jamais le pire survenait, il serait. Question honnêtement difficile à répondre. Moi, souvent, je recommande, en partant d'arrondir à la hausse un montant d'évaluation, de se laisser une petite marge de manœuvre. Je pense que c'est au cas par cas. Si votre évaluation a été faite il y a 5 ans, là, elle commence à dater un peu, ça vaut peut-être la peine de faire une mise à jour. C'était fait l'année passée. Là, on est peut-être un peu proche de la réalité. Il faut voir. Je pense que, puis comme M. Rudolph l'a dit, ça dépend aussi si vous êtes un bâtiment à structure de béton. Votre évaluation a été faite l'année passée. On est peut-être ailleurs. Les chances de perte totale sont minimes. Je pense que c'est beaucoup au cas par cas. Mais si votre évaluation est récente, déjà, ça va aider. Mathieu Leclerc, parlons de l'adoption du projet de loi 141 et 41 et de dispositions qui ont été adoptées par règlement du gouvernement qui entreront en vigueur prochainement. Mais juste avant, parce que certaines personnes, et puis je le vois dans certains commentaires, puis c'est légitime de penser ça, je le dis, oui, on peut avoir raison de penser ça. Il y a plein de lois qui arrivent en même temps. Il y a des débourses supplémentaires additionnelles à payer et il y a des gens qui peuvent percevoir que flûte à bec, comment on va faire? Puis c'est inhumain, là, on est dans la COVID, puis là, il faut y aller, il faut payer, il faut suivre les lois. Mais Mathieu Leclerc, avant d'entrer là-dedans, là, peut-être un commentaire là-dessus pour dire que finalement, quand même, les adoptions des projets de loi 141, 41 et 16, à certains égards, ont donné quand même de la corde aux syndicats qui ont normalement eu le temps de voir venir, non? Oui, absolument, parce qu'il n'y a aucune disposition actuellement qui est entrée en vigueur par le projet de loi 16 ou 141 qui a créé une augmentation des charges communes en copropriété. En fait, ce qu'on voit sur le marché de la copropriété, c'est un peu comme la bourse, on anticipe des hausses, c'est-à-dire qu'on anticipe les hausses en termes d'apport financier pour le fonds d'auto-assurance. C'est pendant quelques années que le tout va être en vigueur.
On anticipe des hausses aussi sur le fait qu'on va devoir faire des carnets d'entretien. Ça non plus, pas encore en vigueur. On anticipe également le fait qu'on doit faire des études de fonds de reliance. Donc, la perception des gens, c'est qu'actuellement, il y a déjà eu des augmentations de charges communes qui ont été générées par ces lois-là, alors qu'il n'en est aucunement. Ce n'est absolument pas le cas. Sauf que ça prépare la population québécoise au véritable coût d'être copropriétaire, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les sommes qui devront être mises de côté, ce n'est pas une dépense. On force l'épargne collective, que ce soit dans le fonds d'auto-assurance pour prévoir le coût de la franchise d'assurance. On met de l'argent de côté pour réparer le bâtiment, c'est-à-dire d'avoir l'argent dans le fonds de prévoyance de façon suffisante. Donc, on force l'épargne. Comme je dis souvent, c'est une mesure qui force les gens à prendre un régime d'épargne retraite. Quand on dit à quelqu'un de 25 ou 26 ans, il faudrait que tu mettes 5 000 d'épargne retraite. À 25 ou 26 ans, c'est dans 40 ans la retraite, là. Puis pour eux autres, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Donc, c'est sûr qu'il faut en parler longuement, d'autant plus qu'on a un parc immobilier vieillissant, là. Il y a 29 ans d'âge en moyenne, ce parc immobilier. L'âge moyen, maintenant, je pense même 30 ans. C'est un âge où les grands travaux sont au rendez-vous. Puis les grands rendez-vous sont au rendez-vous, c'est pas parce qu'on a fait une étude de fonds de prévoyance. En fait, ceux qui ont fait des études de fonds de prévoyance avant même que la loi le rende obligatoire, ils sont aujourd'hui heureux. Ils ont l'argent de côté. Alors, c'est ceux qui n'en font pas de fonds de prévoyance, c'est ceux qui ne veulent pas mettre de l'argent de côté, qui sont assez rébarbatifs vis-à-vis de mesures législatives. Donc, il ne faut pas se choquer contre le législateur, il faut se choquer contre soi-même comme copropriétaire en se disant, wow, finalement, ça coûte un peu plus cher être copropriétaire que qu'est-ce que je pensais. Donc, on est réellement dans cette dynamique-là. Maintenant, évidemment, on a connu, à travers les dernières années, des augmentations dramatiques des primes d'assurance. Bon, alors les primes d'assurance, l'augmentation dramatique des franchises d'assurance. Comme mon collègue le dit, l'assurance, c'est le canari dans la mine. Hein? Si le canari commence à... Ah, ce fameux canari. Oui, hein? que M. Gaudreau nous cite bien souvent. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti, celle-là. On était dû. Vous savez, allez-y, Mathilde. Notre canari, il n'est pas encore tombé par terre, mais il commence à se promener dans tous les sens dans les copropriétés. Il ne sent pas bien, le canari, dans nos copropriétés québécoises. Donc, finalement, ce qu'on discute ce soir, c'est-à-dire l'augmentation des coûts de construction, bien, c'est encore un plus grand incitatif à entretenir son bâtiment parce qu'effectivement, il y a une flambée des coûts de construction et tout le monde sait que si on fait de l'entretien de son bâtiment, on va pouvoir permettre à ce que certaines composantes aient une durée de vie utile peut-être plus grande. Donc, on va s'éviter les travaux. C'est maintenant payant d'entretenir, mais encore faut-il avoir un carnet d'entretien. Le carnet d'entretien qui n'est pas encore en vigueur, mais pas parce qu'il n'est pas en vigueur qu'on ne devrait pas en mettre un en place. Ouais, tout ça, évidemment, ça nous choque. Ça nous choque encore plus parce qu'on est dans le COVID et on a juste ça à penser. Mais il faut savoir aujourd'hui que l'investissement dans l'immobilier, c'est aujourd'hui un montant très important pour les consommateurs québécois. Et c'est de plus en plus le temps de s'en occuper, justement pour le pérenniser. Ouais. Alors, M. Jelka, l'adoption du projet de loi 41 en mars 2020 a amené de nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 15 avril 2021. Pourriez-vous nous parler notamment de l'obligation, à partir du 15 avril 2021, de faire évaluer sa copropriété par un évaluateur agréé? Pourquoi un évaluateur agréé, M. Jelka? Je vais répondre à votre question, mais je pense qu'il faut d'entrée de jeu dire qu'est-ce qui se passe le 15 avril prochain. L'article 1073 du Code civil, qui est l'article relatif, on pourrait peut-être le montrer à l'écran, M. Sellier, avec les modifications avec nos couleurs sur le site Condo Légal. Alors, 1073, maintenant, parle d'une valeur de reconstruction.
Alors, regardons-le ensemble avec des lunettes, ça va être encore plus facile. Alors, vous l'avez ici. Est-ce qu'on peut agrandir un peu l'écran, peut-être? Oui, ça serait bien, là, parce que... Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, oui. Voilà, allons-y. Bon, sauf qu'évidemment, nos personnages empiètent sur l'écran, là. Je ne sais pas si on peut faire ça. Ah oui, oui, ça, on peut régler ça aussi. Ça, c'est pas un problème. On peut les amener comme ça, mais on ne vous verra pas pendant un certain temps. Ah non, on vous voit, voilà, on vous voit vers le bas. Voilà. Moi, je dois vous avouer que l'écran est malheureusement, sur Rudolph, me cache une partie de l'article 1073. Ah bon? Et M. Sellier aussi me cache une partie. Est-ce que là, c'est mieux? Si j'amène ça ici. Peut-être en tassant à gauche, là. Hein? Si vous tassiez à gauche, M. Sellier, nos visages, ça serait dans le parfait parce que je ne sais pas si nos auditeurs ont la même lecture que moi de l'écran. Maître Jolicoeur, vous pouvez tasser justement les images où vous voulez sur votre écran. OK, donc c'est... OK, je pensais que... Ah ben oui. Voilà. Je pensais que l'oncle Georges gérait tout ça. Bon, on dit bien 1073, le syndicat d'intérêt assurable dans tout l'immeuble, ça, c'est ce qui va être en vigueur, y compris dans les parties collectives. Il doit souscrire des assurances prévoyant une franchise raisonnable. Ça, à partir du 15 avril, il faut que vos couvertures d'assurance soient conformes à cette réalité. Alors, on dit contre les risques usuels couvrant l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées par un corridor à sa partie, lorsqu'elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Et on dit ici, c'est ce qui était vraiment l'élément le plus important, le montant de l'assurance doit pourvoir à la reconstruction de l'immeuble conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment. Alors, le texte de loi maintenant est plus que clair. On doit avoir une couverture d'assurance suffisante pour répliquer en autant que faire se peut le bâtiment. Alors, c'est évident que l'augmentation des coûts de construction, lorsqu'on a une perte totale, ben, faire en sorte que les polices d'assurance qui ne seront pas au rendez-vous, là, ça, c'est la perte totale. D'autant plus que les pertes totales, on les connaît dans les bâtiments en bois et briques. Là. Une perte totale avec une tour en béton, 12 étages, c'est pas là qu'on a des pertes totales, sauf évidemment si on avait un tremblement de terre. Donc, il y a vraisemblablement des bâtiments en bois et briques ce soir qui sont en insuffisance d'assurance en raison notamment, je dis bien notamment, il peut y avoir d'autres facteurs, de cette inflation très importante du coût de reconstruction. On nous dit également, un peu plus loin, je vais sauter le deuxième paragraphe. Ah non, excusez-moi, on va juste continuer. Ce montant doit être évalué au moins tous les 5 ans par un membre de l'ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement. Donc, le règlement qui a été voté est venu désigner que ce sont les évaluateurs agréés qui doivent effectivement procéder à cette évaluation. Il y a une disposition transitoire qui fait en sorte que si vous avez évalué votre bâtiment il y a 4 ans, ben, votre rapport d'évaluation va être encore bon pour 1 an. S'il y a 3 ans, ça va être encore bon pour 2 ans, etc. Imaginons que vous l'avez fait évaluer l'an passé. Les gens pourraient se dire, ben, je l'ai fait évaluer en 2000. Il est donc bon jusqu'en 2025. Moi, j'invite les gens, surtout ceux qui sont dans des bois et briques, à demander une mise à jour de cette valeur-là. Peut-être M. Rudolph pourra nous guider là, sur cette notion de mise à jour du rapport d'évaluation, compte tenu de l'accroissement des coûts de reconstruction que l'on connaît présentement. Alors ça, évidemment, c'est un volet important. Ça a un impact important, cette augmentation là, subie des coûts de construction, mais ça en a une également en matière de fonds de prévoyance. Et l'histoire est la suivante, c'est que si cette augmentation subite que nous connaissons dure dans le temps, ben, il va falloir également que les études de fonds de prévoyance soient réajustées pour prendre compte de cette réalité. Par contre, si c'est une augmentation qui est passagère, c'est-à-dire que c'est simplement 1 an ou 2 ans, ben, il n'y a peut-être pas réellement nécessité de revoir l'étude de fonds de prévoyance à l'égard de composantes qui devront être remplacées dans 10 ans, voire 15 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important là, d'avoir une réflexion
aujourd'hui, en 2021, sur quel est l'impact de cette inflation-là sur nos coûts de reconstruction. Maintenant, il reste quand même, ça peut-être M. Gaudreault va pouvoir nous guider là-dessus, que certaines polices d'assurance comportent des clauses qui prennent compte de l'inflation, du coût de l'inflation des coûts de reconstruction, alors qui peut peut-être un peu pondérer l'impact qu'on connaît actuellement. Ouais. Yvon Rudolph, je reviens à vous et à l'étude du fonds de prévoyance. Est-ce qu'il est vrai de croire que l'augmentation du coût des matériaux de construction vient un peu défaire le modèle? Et vous me parliez d'une étude du fonds de prévoyance sur 100 ans que vous faites. Pourriez-vous élaborer un peu plus là-dessus? Oui, mais en fait, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, la tendance, en fait, la pratique au niveau des fonds de prévoyance actuellement pour bon nombre d'exécutants dans le domaine, c'est de faire des fonds de prévoyance sur une période de 30 ans. Et toutefois, évidemment, c'est qu'on sait que certaines composantes, là, on ne parle pas de composants dans la composante, mais si on parle de composantes, par exemple, l'enveloppe du bâtiment, dans l'enveloppe du bâtiment, on a la toiture qui est une composante, on a la fenestration qui est une composante. On peut avoir un cycle à environ d'autour 30 à 40 ans, par exemple. D'accord? Sauf que le mortier, par exemple, sur la brique, lui, évidemment, il est soumis aux intempéries, aux agents externes, que ce soit en fin de compte les différents agents mécaniques ou d'autres, qui va faire en sorte qu'on devra peut-être refaire le mortier dans 60 ans. Alors donc, finalement, le premier cycle de 30 ans vient, on a changé des choses, mais le deuxième cycle de 30 ans, là, on a plusieurs éléments qui s'additionnent. Donc, on n'a plus le fonds adéquat pour pouvoir pallier à une déficience de cette nature. Donc, c'est pour ça que, et en même temps, c'est que de le faire sur 100 ans, ça nous permet d'avoir différents budgets qui peuvent travailler pour nous, pour justement travailler par le temps, comme justement Maître Jolicoeur mentionnait, lorsqu'on parle d'un jeune qui, on lui dit de placer son argent en REER, le temps en finance arrange les choses. Ouais. Le temps de travail pour nous. Ouais. Et donc, finalement, c'est que ça permet, avec un portefeuille à long terme, de mitiger, si on veut, les coûts importants sur les plus grands matériaux qui vont devenir en échéance en termes d'espérance de vie économique et d'usage. Ouais. Alors, donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Ouais. Maintenant, c'est bien sûr qu'on a une distinction entre différents matériaux et de qualité d'assemblage. Hein? C'est bien sûr qu'il y a des... Bon, en fait, semble-t-il qu'il pourrait y avoir peut-être des entrepreneurs généraux qui font ça un peu plus vite que d'autres. Et puis, bon, évidemment, on pourrait y avoir une détérioration accélérée de certaines composantes par des agencements ou, en fin de compte, l'art d'assemblage ou d'érection du bâtiment comme tel n'a pas été fait de façon adéquate quand on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre, puis qu'en fait, on a un besoin accéléré de construire puis d'arriver à jour. Donc, des fois, il y a des choses qui s'oublient. Alors, donc, évidemment, là, ça ne rentre pas forcément. Ça, c'est en fait des défaillances ne font pas partie du fonds de prévoyance. Mais il faut quand même voir à pallier à ces contingences-là dans le futur. Voilà. Pour, en fait, penser au prochain, pas seulement à soi, mais penser aux autres qui s'en viennent après. Là. Ben, c'est le patrimoine. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la copropriété, c'est un patrimoine collectif. Ouais. Et donc, en fait, non seulement qu'on met à risque notre propre patrimoine, mais aussi ceux des autres. Hein? Donc, l'administrateur, puis là, évidemment, c'est le champ plus approprié de Maître Jolicoeur, mais l'administrateur se doit de protéger ce patrimoine collectif-là et faire, en fait, abnégation, si on veut,
dans son rôle d'administrateur. Il y a une auditrice qui a écrit « Le 23 mars, notre histoire de sinistre passera à la facture. Vous entendrez parler de l'importance d'avoir une valeur assurable à la hauteur. Nous avions été évalués en 2018 là, on dit par un évaluateur agréé. Malgré cela, ça semblait insuffisant pour notre assureur. » Bon. Oui. Oui, voilà, écoutez, regardez là. Là, on rentre dans les litiges. Ouais. Évidemment, là, lorsqu'on fait un travail, d'une part, j'aimerais juste mettre une chose au point. Lorsqu'on parle d'arriver et de partir on a dans la loi de revoir, en fait, une mise à jour aux 5 ans. Ouais. On a un exemple pertinent qu'en dedans d'une année, si on a une construction de bois, on peut avoir une inflation très importante. On peut avoir aussi une déflation importante. Alors, il est important d'avoir un évaluateur avec lequel on a une continuité d'affaires et qui peut nous mettre à jour. Et donc, en fin de compte, dire, est-ce que c'est tout à fait légitime de faire une mise à jour cette année? L'évaluateur va vous dire, non, ce n'est pas pertinent cette année, on n'a pas... Alors, nous, on le fait avec nos clients, on envoie, en fin de compte, des signaux. L'effet que vous écoutez, là, nous, là, on a... Bon, cela dit, on peut passer à l'autre élément. Donc, en fait, lorsqu'il y a un sinistre, alors là, on parle complètement d'un autre phénomène. On a eu des sinistres où, puis là, on ne rentrera pas dans les spécificités, mais on a eu un sinistre de 16,5 millions. Et évidemment, l'assureur nous a offert moins de 10 millions. Alors donc, et parce que, évidemment, pourquoi? Il se devait probablement de faire comme ça, peut-être pour économiser ou, enfin, bref, là. Mais évidemment, c'est normal que lorsqu'on a un sinistre, qu'il peut y avoir un besoin de renégocier, négocier et d'emmener des preuves des coûts qui sont en jeu. Parce que là, il y a un autre cabinet qui est là, puis qui, lui, va sortir des coûts. Évidemment, on ne peut pas arriver et dire, l'erreur est celui de l'évaluateur. Non, c'est clair. L'idée n'est pas de dire cela. Bien évidemment, on ne connaît pas l'histoire on va connaître l'histoire le 23 mars là, à la facture. Évidemment, il faut avoir toutes les données, évidemment. Valérie Couture, mais Yvon Rudolph parlait de l'étude du fonds de prévoyance sur 100 ans parce que c'est beaucoup plus approprié, dit-il, puis on peut le croire, là. C'est une vision à beaucoup plus long terme. En fait, c'est une vision à l'opposé de la courte vue, si on peut dire, entre guillemets, une vision à long terme. Comment ça se passe dans vos copropriétés? Comment vous parvenez à faire comprendre à vos syndicats qu'il est important de penser au suivant? En fait, ça m'amène à revenir sur quelque chose que M. Rudolph a dit tantôt. Oui. Effectivement, ça a un rapport avec le sur 100 ans. Écoutez, on a de la misère présentement parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie des copropriétés au Québec sont des petites copropriétés. Oui. Et c'est de la construction de bois. C'est ce monde-là qui sont touchés. Et je reviendrai tantôt sur ce que M. Rudolph a dit tout à l'heure en disant on veut mettre ça sur 100 ans, une composante, etc. Moi, je suis capable, je pense que je suis capable de convaincre beaucoup de gens, mais faut-il encore que les bâtiments soient construits de façon à pouvoir se rendre jusque-là? Vous l'avez dit. Effectivement. Parce qu'on a des nouvelles copropriétés qui viennent d'être laissées par le promoteur qu'on récupère et que les assureurs mettent un fonds d'auto-assurance de 250 000 $ pour une copropriété de 70 unités en hauteur, etc., etc. Donc, il y a un risque déjà là. On a un risque de la construction qui est peut-être... On imagine qu'il y a eu des sinistres parce qu'on pénalise cette partie-là. Et dans les petites copropriétés, on est loin d'être pensé des convaincre sur 100 ans. On a de la misère à avoir de l'argent dans un fonds de prévoyance. On a plusieurs de nos administrateurs dans petites copropriétés qui abandonnent le bateau par épuisement, par écœurement et par se faire dire tu veux toujours augmenter les frais de condo aux administrateurs, etc. Mais on peine à faire l'entretien et les travaux d'importance, parce qu'on ne va pas dire des travaux majeurs, mais des travaux de réparation importants, toiture, terrasse, infiltration d'eau, etc. Donc,
Tu sais, c'est sûr que des fois, on peut penser dans notre web radio plus aux grosses copropriétés, mais je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs viennent des petites copropriétés. Les administrateurs sont essoufflés et tout doit être mis en même temps. Moi, je vous le dis comme gestionnaire, comme là, en mois de mars, Joe Leclerc le sait, on doit être en assemblée 4 soirs semaine. Quand on va en assemblée, puis on se présente, puis les gens disent « vous faites juste augmenter les frais de condo. » Moi, comme gestionnaire, ce serait bien plus facile de ne pas augmenter les frais de condo. Je m'assois puis je dis tout va bien, on continue de payer 125$ par mois, etc. Mais il faut ramasser l'argent. Fait que pour le 100 ans, je pense que c'est une belle stratégie. Il faut continuer d'éduquer les gens comme on le fait ce soir pour parler des choses importantes puis des nouvelles lois. Puis il faut marteler cette information-là parce que les gens ne sont pas assez informés et quand il se passe quelque chose, ils sont surpris. Comme Maître Jolicoeur le dit, les lois ne sont pas toutes en force. Mais la vie de la copropriété, elle roule déjà. Oui. Vincent Coteau, je voudrais revenir à ce que M. Jolicoeur disait tout à l'heure à propos des clauses dans les contrats d'assurance qui prévoient des ajustements pour pallier des augmentations soudaines des inflations. Vous en avez parlé précédemment, je me souviens, mais pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, parce qu'évidemment, l'idée n'est pas de semer la panique ce soir à propos de l'augmentation du coût des matériaux de construction qui pourrait venir, comment dirais-je, altérer la valeur réelle de reconstruction d'une copropriété. Est-ce que c'est le cas, Vincent? Est-ce que dans plusieurs contrats, il y a ces clauses qui prévoient des... Il peut effectivement avoir certaines clauses là, pour venir augmenter le montant d'assurance. Par exemple, un exemple, là, dans les évaluations, souvent on inclut les frais de déblai. Oui. Dans le montant d'assurance que l'assureur met pour son coût de reconstruction, il n'inclut pas nécessairement les frais de déblai, mais c'est souvent dans une extension de garantie qui vient en plus du montant d'assurance. Fait que, déjà, on vient d'aller chercher une petite marge de manœuvre là-dedans. Il y a certaines marges de manœuvre qu'on peut aller chercher dans les extensions de garantie, mais quand on parle de 25-30 %, on n'est pas là. Ouais. On peut peut-être aller chercher un 5-10 % en étirant le contrat, en allant chercher différentes choses, mais on ne pourra pas compenser s'il y a un manque à gagner là, qui est très, très, très important. Je pense peut-être que le message à envoyer aux syndicats, aux administrateurs de copropriété, c'est regardez votre contrat, regardez quand est-ce que tu as fait votre dernière évaluation, jetez un œil là-dessus. Prenez le téléphone, appelez votre courtier d'assurance, discutez de la situation avec lui, dire ça fait combien de temps, on a majoré de combien l'année passée. Ayez cette discussion-là, ça ne coûte rien. Ayez la discussion avec votre courtier d'assurance, votre représentant. Puis, je pense, soyez à l'affût de ça. Je pense que c'est ça qui est le plus important actuellement là, pour les administrateurs, sans effectivement tomber dans la panique. Mais je pense qu'il faut être conscient que les choses qui se passent, puis il faut faire attention. Il faut aussi comprendre que la COVID-19, c'est un événement extraordinaire. Ça s'est produit, un événement similaire ne s'était pas produit depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole. Nous sommes vraiment dans une comment dirais-je, un ouragan. On traverse une tempête. Bon, éventuellement, nous allons rejoindre la rive, mais ça vient un peu déjouer bien des pronostics, là, ce qui se passe en ce moment. Qui peut dire de quoi sera faite la vie dans 6 mois avec ce qui se passe en ce moment? Et j'aimerais aussi revenir sur l'évaluateur agréé. En fait, l'un des avantages d'obliger les syndicats de copropriétaires à faire affaire avec un évaluateur agréé touche la responsabilité professionnelle, n'est-ce pas, Yvon Rudolph? Oui, tout à fait. En fait, l'évaluateur agréé, il est membre lorsqu'on a l'appellation évaluateur agréé, parce que en fait, si quelqu'un s'identifie comme évaluateur, en fait, il a le droit de s'identifier comme évaluateur, mais il n'a pas le droit de s'identifier comme évaluateur agréé, cependant. Et donc, l'évaluateur agréé est membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec et il est soumis à des règles très strictes, notamment, évidemment, d'assurance. Lorsqu'on fait un travail sur un complexe immobilier de 60 millions, ce n'est pas la même assurance qu'on a que pour un complexe immobilier de 5 ou 10 millions. On comprend que l'erreur de 5 % est beaucoup plus importante d'un complexe de 60 millions. Donc, alors à ce moment-là, il est soumis à des normes de pratique et il est soumis. Et donc, de là, l'importance, je pense, du législateur, je ne veux pas
parler pour lui, mais je veux dire, c'était une excellente réflexion de faire appel à des gens qui sont membres d'un ordre professionnel, parce qu'à peu près n'importe qui pouvait auparavant faire, en fait, une évaluation. Et donc, on confondait, même à plusieurs reprises, les gens confondaient l'évaluation municipale, ils confondaient la valeur marchande de leur propriété, ils confondent, bon, alors donc, en partant en valeur assurantielle, puis évidemment, il y a différentes aussi types de rapports ou de missions qu'on peut faire. Et donc, si on prend par exemple la différence entre une valeur marchande et une valeur assurable ou une valeur assurantielle, le terrain n'est pas pris en considération. Hein? Fait que tout de suite, en partant, là, c'est une marge très importante, hein, qui est à peu près autour de, dépendamment si on a un complexe plus important. Ça dépend si vous êtes sur le bord de l'eau ou vous demeurez souvent. Oui, exactement. Alors donc, la valeur assurantielle, lorsqu'on fait une valeur assurantielle, on va tenir compte des risques potentiels parce que l'assuré a le devoir de divulguer l'ensemble des risques afin que l'assureur puisse prendre, en fin de compte, de pleine conscience les risques potentiels et faire sa souscription en conséquence de ça. Ouais, voilà. Alors, si on a un toit qui est en fin de vie, puis qu'on sait très bien, puis qu'on ne l'a pas divulgué, M. Gaudreau va peut-être arriver, puis il va pouvoir le mentionner, l'assureur va peut-être hésiter des fois à payer la pleine totalité du sinistre, probablement. Là, en fait, mais c'est lui qui est l'expert. Mais donc, dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est par contre, dans le rapport, de voir à limiter les risques, limiter les dégâts lors d'un sinistre aussi, et aussi d'utiliser, pour les évaluateurs agréés, les bonnes bases de données. Comme j'ai mentionné, il y a une base de données sur les nouvelles constructions qui n'a aucun rapport avec la reconstruction, qui est, comme M. Gaudreau l'a mentionné un peu, là, c'est, en fait, on peut avoir un écart d'à peu près autour de 30 à 40, voire des fois 50 de différence entre une nouvelle construction et une reconstruction. Alors, voyez-vous, là, on est dans un autre phénomène à part. Oui, tout à fait. Dernière question, M. Rudolph, rapidement, parce que je voudrais faire parler M. Jolicoeur et nos autres invités encore une fois avant la fin. Est-ce vrai, M. Rudolph, une question, qu'une règle du pouce valable est de considérer 0,5 du coût de reconstruction de l'immeuble comme montant annuel apporté au fonds de prévoyance? Non. Ça, à ce moment-là, c'est du oui-dire. Comme évaluateur agréé, on ne peut absolument pas aller sur des règles du pouce. En partant, là, c'est clair. Ouais. On se doit d'arriver d'analyser, en fait, les éléments qu'on a devant nous et d'agir de façon professionnelle et de ne pas alléguer tout simplement, on pense que c'est à peu près ça. Ouais, il n'y aura pas d'ordre professionnel si on pense que c'est à peu près ça. M. Jolicoeur, rapidement. Pas que M. Jolicoeur se présenterait à la cour et dit je pense que par mon expérience, c'est à peu près ça. Bon, on amène le pouce en témoin. Oui, on amène le pouce en témoin, c'est ça. Alors, c'est ce qui s'appelle le pouce, mais pouce égal. M. Jolicoeur, finalement, là, en fin de compte, là, c'est super important la valeur de reconstruction parce que les administrateurs mettent leur tête sur le bio. Et si la valeur de reconstruction, si un syndicat est sous-assuré, eh bien, l'assurance des administrateurs ne couvre pas cette erreur et omission. Et là, c'est un patrimoine collectif. Hein. Il faut le rappeler, M. Jolicoeur, n'est-ce pas? C'est un patrimoine collectif. C'est surtout une situation qui peut mettre dans l'embarras les copropriétaires, mais également des tiers à l'immeuble, c'est-à-dire les créanciers hypothécaires. Lorsqu'on a un sinistre en copropriété, que le sinistre est mal géré parce que les gens n'ont pas forcément tout le degré de savoir et qu'on est mal accompagné dans des dossiers, la situation peut être drôlement difficile et ça va être encore plus drôlement difficile lorsque les montants d'assurance ne sont pas les bons. Il faut comprendre, parce que moi je l'ai vécu avec beaucoup d'immeubles en copropriété, que lorsqu'on vit une perte majeure, une perte totale du bâtiment, il y a un choc humain énorme pour ces gens-là. Ils sont délocalisés, ils ont perdu tous leurs biens. Ils doivent vivre une insécurité financière importante. Est-ce que notre appartement va pouvoir être reconstruit?
Est-ce qu'on va devoir y mettre notre main à la poche pour pouvoir reconstruire la chose? Il n'y a pas de blague en cette matière. Puis, je sais, il faut comprendre que les lois qui ont été produites par l'Assemblée nationale, c'est justement des lois pour protéger les gens contre eux-mêmes. Tu sais, la règle du pouce, quand j'entends ça, juste quand même la mettre en perspective, on avait mentionné dans le rapport du comité consultatif que tant qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas d'études de fonds de croyance, qu'il devrait y avoir au moins dans le fonds de croyance 0,05 de la valeur de reconstruction, parce qu'il fallait bien donner une base en quelque part d'un départ. C'est quand même une somme significative pour certains bâtiments. Est-ce que c'est le mode de calcul pour établir les études de fonds de croyance? Non. Mais on sait que tant que la loi n'obligera pas les syndicats à en constituer, il appartient aux administrateurs d'évaluer les sommes à être versées à un fonds de croyance, alors que généralement, ces gens-là n'ont aucunement la compétence requise pour établir les sommes à être versées au fonds de croyance. Valérie Couture, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis entièrement d'accord parce que déjà, de toute façon, ce que Maître Jolicoeur vient de dire, c'est vraiment vrai. Et les gens n'ont pas l'expérience, l'expertise. Et mon Dieu, qu'on ne veut pas leur mettre la pression sur de décider de prendre cette décision-là, en fait, d'administrateur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut mettre des sous dans la cagnotte parce que quand je suis copropriétaire pour une durée donnée, j'ai utilisé les parties communes et c'est celle-là, l'étude du fonds de prévoyance, qu'elle veut remplacer. Donc, je suis là, même si c'est au début, c'est aussi important au début que quand la sortie de fonds va se faire pour les ascenseurs ou la toiture ou les fenêtres. Il faut que je paye ma juste part et que j'aille le bon montant parce que c'est dommage de voir là présentement des unités de condos qui se vendent, qui sont vendues il y a 2 ans et là, les frais parce qu'on met en place la protection des copropriétaires contre eux-mêmes, comme c'est très bien dit. On garnit le fonds d'auto-assurance, on commence à mettre les sommes de côté. Parce qu'il faut bien se le dire, si ça arrive cette année puis on n'a pas commencé le fonds d'auto-assurance, c'est la cotisation spéciale s'il arrive quelque chose à chaque fois, encore une fois. Donc, on commence à prendre de la vitesse, mais il faut quand même qu'on éduque les gens et qu'on leur fasse confiance de nous suivre. Ouais. Vincent Gaudreau, le mot de la fin vous revient. Ça va, M. Jolicoeur? Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. On vit actuellement un phénomène d'enchères dans les ventes de maisons et de condos. On connaît un phénomène où les gens ne font plus aucune inspection parce qu'ils sont tellement angoissés de ne pas acheter un appartement. On est dans une situation qui est très, 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 très malsaine parce qu'il y a des gens, il y a des consommateurs qui sont en train d'acheter des maisons et des appartements qui sont en très mauvais état à des prix démentiels. On va payer un prix social lourd dans quelques années avec ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on va se ramasser avec des gens qui vont laisser dépérir leur bâtiment. Ils l'auront payé trop cher et en mauvais état. Et dites-vous une chose, le canari va de nouveau réapparaître. Ça va être quoi le canari? Ben, ça va être des assureurs qui ne voudront pas assurer, excusez-moi l'expression, certaines poubelles de copropriété, des immeubles tellement en mauvais état, ils diront, nous, on ne touche pas à ça. Donc, il va y avoir des pertes financières colossales dans 5 voire 10 ans dans des immeubles en copropriété au Québec parce que justement, aujourd'hui, en 2021, on achète les 2 yeux fermés et ça, c'est réellement très, très, très préoccupant. Je rappelle que cette émission est une présentation du cabinet comptable Desormeaux-Patnaud qui assume des mandats pour plus d'une centaine de syndicats de copropriétaires, que ce soit pour un rapport d'impôt, un audit, une mission d'examen ou un avis au lecteur. Desormeaux-Patnaud peut déployer toute son expertise qui repose sur la crédibilité associée aux comptables professionnels agréés. Pour en savoir plus à propos de ce cabinet comptable, on peut se rendre sur son site web en tapant l'adresse dpcpa.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos invités d'avoir été là. Yvon Ridolph, évaluateur agréé, merci d'avoir été là. Bonsoir. J'espère vous revoir. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages. Merci, Vincent, d'avoir été là. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci d'avoir été là, M. Jolicoeur. Et Valérie Couture, gestionnaire de copropriété. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, nous présentons l'émission qui devait être présentée cette semaine à propos d'un sondage mené par le Bureau d'assurance du Canada qui a révélé un constat
est-ce qu'on doit dire navrant ou enfin préoccupant, qui nous oblige à redoubler d'ardeur pour informer davantage les copropriétaires. Alors, le sondage révèle que plusieurs copropriétaires ont de faibles connaissances au regard de l'assurance en copropriété. Nous en discuterons et on va élaborer là-dessus. On espère avoir quelqu'un du Bureau d'assurance du Canada pour venir commenter ce sondage. Merci d'avoir été là. Mercredi prochain, 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci. À bientôt. Au revoir.